Que signifie-t-il réellement? Quelles sont ses implications? Et quand vous y êtes-vous réellement confronté? C'est une partie particulière. J'aimerais justement en parler séparément, en complément de ce que j'ai dit. Donc, l'information génétique, y compris holographique et textuelle, peut exister sous la forme d'un champ physique qui a la forme d'un fantôme ou d'un équivalent quantique de la molécule d'ADN. C'est ce que Gurevitch, notre scientifique russe des années 20 aux années 40 du siècle dernier, a dit: les chromosomes ont un équivalent de champ ou un équivalent quantique. C'est un postulat absolument génial qui est à la base de nos idées et de celles de ceux qui travaillent dans des directions parallèles aux nôtres. Jiang Kanzheng, le regretté Khaznashiv, et ainsi de suite, Budakovsky, plusieurs auteurs connus. Donc, voilà pour les fantômes. Que sont les fantômes d'ADN? Mon travail dans le domaine de la génétique linguistique ondulatoire a commencé par le fait que nous prenions une cuvette contenant des molécules d'ADN. Nous sondions avec un faisceau laser, et en sortie, nous obtenions la lumière laser diffusée par les molécules d'ADN. Cela s'appelle la méthode classique de diffusion de la lumière. Et si vous traitez d'une certaine manière ces photons diffusés, vous obtenez des informations sur la forme des molécules d'ADN, sur leur dimension, leur masse moléculaire, leur dynamique. C'est un classique, personne ne le conteste. Mais quand je travaillais en 1984 à 85 à l'Académie des sciences, j'ai découvert, en passant à des modes de traitement complètement différents de ces photons diffusés, en prenant des temps plus longs, j'ai obtenu un effet qui était absolument incompréhensible, inhabituel. Et en quoi consiste-t-il? Donc, si, après avoir travaillé, vous retirez la cuvette contenant l'ADN et que le faisceau laser sonde désormais l'emplacement vide dans le spectromètre, alors il provoque une diffusion de photons et on obtient à peu près les mêmes spectres que si l'on y étudiait une molécule d'ADN entière. Cet effet était incompréhensible. Au début, on pensait que c'était simplement une erreur de l'appareil, ce qu'on appelle une fonction instrumentale. Mais il s'est avéré plus tard que non, c'est un phénomène stable, reproductible, la diffusion de la lumière par les fantômes d'ADN. C'est-à-dire que si vous retirez l'ADN, il reste une certaine trace fantomatique, pour ainsi dire, une sorte d'équivalent, un équivalent quantique de la molécule d'ADN qui se comporte à peu près de la même manière que l'ADN. Et ensuite, je l'ai reproduit dans un autre institut de l'Académie des sciences, et je l'ai répété sur d'autres appareils de la même classe, etc. Et donc, il est devenu clair non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui travaillent avec moi, qu'il s'agit d'un phénomène fondamental. La forme fantôme d'existence de l'ADN, comme une sorte d'équivalent quantique de la molécule d'ADN. C'est un aspect que j'ai découvert à l'époque. Et le deuxième aspect que j'ai découvert est que la molécule d'ADN, il s'avère, émet un son. Parce qu'elle est en mouvement vibratoire constant. Et les photons ressentent cette vibration, ce son, et l'enregistrent sous forme de spectre. Ensuite, nous avons même enregistré ce son par des moyens instrumentaux, et maintenant nous travaillons avec ce signal, etc. Donc, voici ces deux formes fondamentales de mémoire. C'est une sorte de mémoire de la molécule d'ADN qui était auparavant inconnue. Alors, quelle est l'importance de cela? Et quel est le rapport avec Luc Montagnier? Donc, lorsque nous travaillions au Canada, à Toronto, en 2001 à 2002, nous transmettions l'information génétique sous forme de fantômes, en extrayant au moyen de technologies laser l'information génétique provenant de pancréas. Et nous la diffusions dans toutes les directions. L'information va dans toutes les directions. Nous avons transmis cette information fantôme sur 20 km. Là donc, on a placé des rats qui n'avaient pas de pancréas. Nous l'avions détruit avec un poison, l'alloxane. Dans le groupe de contrôle, tous les rats meurent parce qu'un diabète de type 1 se développe. Il n'y a pas de cellules bêta qui produisent l'insuline, et les rats meurent du diabète. Mais lorsque nous lisions l'information avec un faisceau laser, nous obtenions des fantômes d'ADN. Ces fantômes d'ADN se répartissaient, pour ainsi dire, dans l'espace circumterrestre.
atteignant notamment les lieux où se trouvaient plusieurs dizaines de rats, plus d'une centaine, chez qui le processus de diabète venait de commencer, et ils étaient à la veille de mourir. Un jour de plus, et ils seraient morts. Cette information fantôme, contenant des données sur des pancréas dont nous lisions l'information chez des ratons nouveau-nés de la même lignée, atteignait ces pauvres rats qui mouraient du diabète. Et chez tous, le pancréas s'est régénéré. Voilà l'importance de l'information fantôme. C'est-à-dire que l'ADN sous forme de champ physique peut se propager sur une distance indéfinie. Nous ne savons pas encore laquelle, nous avons atteint 20 km. Théoriquement, une telle information peut se propager jusqu'à Mars, ou même jusqu'au bout de l'univers. C'est donc cette partie, et elle est très importante pour travailler sur la régénération des organes et des tissus. Et la deuxième partie de l'information, qui est liée à la dynamique vibratoire des molécules d'ADN. Lorsque nous obtenons un son, et dans ce son, des effets très intéressants ont été découverts avec des répétitions de certaines caractéristiques spectrales. Cela s'appelle le phénomène de récurrence de Fermi-Pascal. Mais n'entrons pas dans la physique, je dirais simplement que ce phénomène de récurrence avec des motifs sonores répétitifs, c'est comme le refrain répétitif d'une chanson. Il est essentiel pour régénérer les organes et les tissus. Par exemple, un lézard ou une tique, la pince d'un crabe se régénère quand il l'a perdue. Cela signifie qu'il faut revenir en arrière, faire une requête à la mémoire de l'appareil génétique, effectuer un retour, ce fameux retour de Fermi-Pascal. Et alors a lieu la régénération de la pince, de la patte d'un triton ou, disons, la régénération d'un tentacule de poulpe, etc. Chez nous, le foie se régénère. Les ongles et les cheveux se régénèrent. Malheureusement, c'est tout chez nous. Et il faut faire en sorte que nous profitions de ce moment, de ce nouveau type de mémoire. Et pour ainsi dire, nous l'avons découvert, ce sont des caractéristiques fondamentales, liées au fonctionnement de l'appareil génétique sous deux aspects, fantôme, langagier et holographique. En plus, je l'ai dit, la non-localité quantique. C'est-à-dire que l'information se propage instantanément dans tout l'organisme. On ne peut même pas utiliser le mot « se propage » car la propagation de l'information implique du temps. Et là, le temps est égal à zéro. En physique, ce principe, développé par Einstein Podolsky-Rosen en 1936, a montré que les particules élémentaires sont liées par une non-localité quantique. Prenons un photon unique. Un photon dit singulier, quand il se divise en deux, si vous modifiez le spin du photon de gauche, celui de droite change son spin de façon identique mais opposée. Et ce, quelle que soit la distance entre eux, qui peut être infiniment grande. Ce principe effrayait beaucoup Einstein. Et ce principe fonctionne magnifiquement en génétique. Et cela explique pourquoi nos 200 milliards de cellules savent tout les unes des autres. Et ce, instantanément. Mais chaque cellule ne prend que ce dont elle a besoin. Il s'agit d'une génétique entièrement nouvelle, offrant de nouvelles perspectives pour traiter les maladies et freiner le vieillissement. J'en parlerai plus tard. Voilà en quoi la génétique linguistique ondulatoire diffère de la génétique classique dans sa version élargie. C'est donc la réponse à la question de savoir comment l'ADN peut se répliquer par ondes. Vous avez mentionné que les porteurs de ces informations ou connaissances sont en fait des photons et des ondes radio. Je vais juste ajouter quelque chose. Luc Montagnier, je l'avais oublié. Luc Montagnier a fait la même chose que nous, 10 ans plus tard. Il est vrai. En 2010, il a publié un travail où il a utilisé notre idée qu'on peut transférer l'information d'une molécule d'ADN d'une éprouvette à l'autre. Voici deux éprouvettes. Ici, il y a de l'eau pure, et ici, de l'ADN dissous. Et si, via un certain dispositif radioélectronique, on transmet l'information d'ici à là, dans de l'eau pure, alors l'information sur la molécule d'ADN y pénètre, et on peut synthétiser une molécule d'ADN identique dans ce qu'on appelle un système PCR. Je n'expliquerai pas ce que c'est la synthèse de l'ADN sur une matrice d'ADN. On peut donc synthétiser ici exactement le même ADN que celui d'origine. Il a donc soumis cela à l'une des grandes revues, probablement Nature. Mais on l'a pris pour un excentrique, pour ne pas dire plus. Parce que la synthèse de l'ADN ne se fait que sur une matrice d'ADN. Une matrice peut être synthétisée sur une matrice. Lui n'a pas de matrice, seulement de l'information.
Sa proposition a donc été poliment refusée. Et les sages chinois ont dit, « Cher Luc, viens chez nous. Nous te donnons un institut à Shanghai spécifiquement consacré aux fantômes de l'ADN. » Et nous avons fait cela il y a 10 ans, quand nous avons transmis un grand nombre de gènes nécessaires à la régénération du pancréas. Et maintenant, nous régénérons l'œil, l'intestin, et ainsi de suite. J'en reparlerai. Et Luc Montagnier a fait une expérience simple. Il a transmis le fantôme de l'ADN à de l'eau et a synthétisé l'ADN d'origine. Nous avons fait la même chose, mais avec notre propre équipement. S'il a utilisé un très petit et court fragment d'ADN de 100 paires de nucléotides, nous en avons utilisé environ 500 paires, et nous avons reproduit l'expérience avec exactitude. Et nous avons publié et breveté cet effet de transmission fantôme à distance. C'est important, très important, car c'est à la base de la régénération des organes et des tissus, du ralentissement du vieillissement, etc. C'est-à-dire que nous pouvons, en principe, remplacer tous les organes anciens par des jeunes. C'est en partie ce que nous faisons déjà. Mais c'est une autre discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour conclure cette première émission, pourriez-vous expliquer peut-être une partie de la technologie ou comment les découvertes technologiques elles-mêmes ont eu lieu et comment fonctionne réellement ce codage par le laser et le son et la transmission d'informations. Ensuite, dans la prochaine émission dans une semaine, nous aborderons les nombreuses implications, bien sûr, après avoir brièvement rappelé aux téléspectateurs certains des principes fondamentaux dont nous avons discuté aujourd'hui. Mais comment en est-on arrivé à ce développement et quelles étaient ces découvertes? Si j'ai bien compris de conversations avec vos collaborateurs, même un peu fortuites, liées à de vieux appareils laser, des postes de radio. En d'autres termes, où en êtes-vous aujourd'hui dans la pratique avec cette théorie? Dans quelle mesure est-elle déjà appliquée et dans quelle mesure, pour le dire familièrement, le langage, le son ou la lumière sont-ils utilisés comme support pour réellement cartographier et permettre aux cellules de communiquer? Car les implications sont absolument inimaginables, allant de la transformation d'embryons d'une espèce en une autre, simplement en changeant l'émission d'informations. Mais d'abord, voyons cet appareil et comment il a évolué. Vous savez, tout ce qui est génial est simple, mais l'inverse n'est malheureusement pas toujours vrai. Donc, je vous ai dit au tout début que les molécules d'ADN sont en quelque sorte des lasers. Et même nous, quand je travaillais à l'Institut de physique de l'Académie des sciences de Russie, nous avons démontré la capacité de l'ADN à être un milieu laser actif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous pouvions pomper la molécule d'ADN avec de la lumière, comme un laser. Et cet effet a été publié à l'initiative, d'ailleurs, du lauréat du prix Nobel Bassov, l'un de ceux qui ont découvert les lasers. Bassov, Prokhorov, Toon, ces 3 personnes ont reçu le prix Nobel en 1964 pour la découverte du principe de fonctionnement du laser. Et quand nous avons écrit l'article disant que nous avions fait un laser à partir de l'ADN, en fait, oui, il a immédiatement écrit, a publié dans Quantum électronique. C'est ce que nous avons publié. Malheureusement, l'article n'a pas suscité d'intérêt, curieusement, parce que les biologistes connaissent mal la physique. Et pour les physiciens, au fond, peu importe ce qu'on pompe, du moment qu'on obtient un rayonnement laser. Voilà, on a obtenu un rayonnement laser à partir d'ADN. On a donc créé un laser à ADN, puis tout a été oublié pendant 6 ans. Et donc, quand je travaillais à Toronto, en 2001 à 2002, j'ai découvert le travail du groupe de Kawaba, un chercheur japonais qui dirige le groupe. Ils ont fait la même chose que nous. C'est-à-dire qu'ils ont pompé la molécule d'ADN et obtenu un rayonnement cohérent, tout comme nous. La méthode était légèrement différente, pour ainsi dire, ils ont utilisé un autre colorant. Mais ils ont écrit sans fausse modestie qu'ils avaient créé un laser à ADN. Pour nous, c'était modeste. Notre article s'appelait « Luminescence à excitation à 2 photons des structures génétiques ». Pas des vides pour tous. Mais, si on lit l'article, on comprendra que nous avons créé un laser à ADN. Ils ont donc créé un laser à ADN, l'ont publié 6 ans plus tard. Maintenant, ces recherches ont été arrêtées car elles ont une importance stratégique. Mais quand j'ai découvert cet article, en travaillant à Toronto, je lui ai écrit une lettre. « Cher Kawaba, il y a 6 ans,